C'est un domaine à part et je reprendrai ensuite les questions relatives au chemin de fer qui sont un autre bloc. Sur la situation de Faubert, je crois que si vous aviez voulu le détail de ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine, c'est le ministre du Commerce que vous auriez appelé. Le fait d'interpeller le Premier ministre signifie que vous voulez une réponse sur les principes généraux. Je voudrais d'abord dire que le contrôle absolu n'existe pas dans les activités de production, dans les activités d'importation, et nous consommons l'essentiel de ce que nous importons l'essentiel de ce que nous produisons ou de ce que nous consommons. Ces importations ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle détaillé article par article. Ce qui se passe en général, pas seulement chez nous, dans le monde entier, c'est qu'on laisse les produits importés rentrer et les brigades de contrôle procèdent à des vérifications qui généralement sont des vérifications aléatoires. C'est pour ça qu'il existe des missions de contrôle en permanence sur le terrain. Et je dois dire que les structures de contrôle que nous avons ont fait leur travail. Puisque, rappelons-nous, c'est l'AGASA qui a mis le doigt sur le problème de Faubert dont nous sommes en train de parler. Ça veut donc dire que les mécanismes de contrôle ont fonctionné. Ils ont fonctionné, mais comme toujours dans ce genre de situation, le mal est déjà fait, c'est-à-dire les produits avariés sont déjà dans les magasins, mais le fait est que, selon le principe que j'ai énoncé au départ, puisqu'on ne peut pas avoir un contrôle absolu sur tous les produits qui rentrent, il faut que les opérations de contrôle soient les plus régulières possibles et les plus sophistiquées possibles. La Gaza a fait son travail et elle continue à faire son travail. Je regrette qu'on ait donné à cette affaire une publicité trop grande à ce stade. Parce que, bien évidemment, lorsqu'on a découvert des produits avariés, il faut procéder aux analyses. Il faut remonter les filières et essayer de comprendre la totalité de ce qui s'est passé. Est-ce que nous sommes seulement en présence de stocks dont les dates de consommation ont été dépassées, dont des produits simplement avariés, ou bien s'agit-il au contraire d'un processus, d'une organisation mise en place par l'entreprise pour importer des produits et les faire passer par des voies diverses et variées pour avoir la possibilité de continuer à vendre sur le territoire des produits qui sont avariés. Ça, on ne peut le savoir que si on engage des investigations minutieuses, systématiques, sur un cas pour lequel on détient des éléments de preuve. Et parfois, faire du bruit sur quelque chose finit par conduire le fautif à s'organiser pour essayer de dissimuler les traces de ce qu'il a fait. Je pense que dès lors que la Gaza a trouvé quelque chose, elle avait le devoir, et elle est en train de le faire, d'une part, de faire procéder aux analyses de la qualité des produits qu'on a trouvés, d'autre part, de donner l'information à ses collègues, que ce soit la douane ailleurs, pour demander si eux pouvaient dire à quel moment les produits en question sont rentrés, sous quelles étiquettes, etc. etc. C'est cet ensemble d'opérations qui permettent à l'administration d'être efficace. À date, je pense qu'on est en train de le faire et on va continuer cette opération jusqu'à ce que nous ayons une idée complète de ce qui s'est passé dans ce domaine. Alors, il y a des questions, bien sûr, qui ont été posées derrière ça. À qui est la responsabilité? À tout le monde et à personne. À tout le monde, parce que nous ne produisons pas les produits que nous importons, ni le poulet, ni le bœuf, ni tous les autres poissons, tous les autres produits ne sont pas notre production.
Donc, nous sommes exposés, nous sommes vulnérables dans ce qui concerne notre alimentation, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je crois que chacun est conscient de la nécessité de faire des efforts pour améliorer la production nationale. Ça, c'est un fait. Mais je vous dirais que quand bien même nous aurons amélioré la production nationale, nous continuerons à être exposés à l'existence de produits avariés dans les magasins. Pourquoi? Parce que si on prend le domaine avicole, si on produit des œufs, les œufs ont une durée de vie qui est de 21 jours. Au-delà, il faut les sortir du commerce. Mais nous pouvons avoir des œufs produits à l'intérieur de notre pays et dont on n'a pas la date de production et qui peuvent continuer à rester dans les magasins, à être vendus aux gens, même quand ils auront été produits par des producteurs gabonais. Est-ce qu'on acceptera, parce que c'est produit par les Gabonais, que le produit avarié passe? Les mêmes contrôles devront être appliqués aux produits qui viennent de l'extérieur et aux produits nationaux. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore très avancés dans la transformation. Nous avons examiné tout à l'heure un texte que le ministre de l'Agriculture a soumis concernant la Gaza. Quand ce texte-là, quand cette production, quand ce programme, cette activité aura commencé à produire des effets et que nous aurons des producteurs locaux, bien, les mêmes exigences de vérification, de prudence devront s'appliquer. Donc, nous ne sommes pas à l'abri de ce produit, on ne le sera jamais dans le domaine alimentaire, on continuera à être exposé, non seulement dans le domaine alimentaire, mais dans le domaine médical aussi. Parce qu'on voit simplement le question alimentaire. Mais les produits, beaucoup de produits médicaux ont une date de péremption et donc eux aussi peuvent être des produits dangereux pour l'entièreté de notre consommation. Qu'en est-il des autres produits? Je pense que les contrôles ont commencé et qu'ils se poursuivent et que partout où nous aurons la possibilité d'observer que des produits avariés ont été exposés, ils seront saisis et détruits. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Et bien sûr, s'ils sont détruits, s'ils sont saisis et détruits, les opérateurs qui se seront rendus coupables de la commercialisation ou du stockage des produits avariés feront l'objet des amendes qui sont prévues par les textes. Nous restons un état de droit. Nous devons rester un état de droit. Qu'en est-il du produit Coca-Cola? Je rappelle que Coca-Cola est un des produits les plus vendus dans le monde. Quand on donne une licence à quelqu'un, c'est que la maison Coca-Cola procède aux vérifications sur les process de fabrication. Je crois que nous ne devons pas mélanger les choses. Nous avons observé une anomalie, nos services ont bien travaillé, nous devons continuer les investigations sur cette anomalie et, le cas échéant, il nous faudra discuter avec les responsables du contrôle de qualité de Coca-Cola qui font des opérations régulières de vérification auprès de toutes les personnes qui bénéficient de la licence Coca-Cola dans le monde entier, ce n'est pas seulement chez nous. Il faudra simplement qu'on échange avec eux pour savoir comment on peut améliorer le contrôle sur les produits qui sont produits chez nous et qui portent le label Coca-Cola. Mais nous ne pouvons rien faire de plus que de procéder à ces vérifications. La question a été, la cinquième question qui est venue, c'est qu'en est-il des mesures sanitaires préventives à mettre en œuvre dans une pareille situation? Les mesures préventives, comment les prendre? Vous savez, nous avons tous des organismes divers et variés. Malheureusement, je dis bien malheureusement, si certains ont consommé ces produits avariés, ils feront l'objet d'intoxication alimentaire. Et si quelqu'un peut montrer qu'il a acheté un produit qui fait partie de ceux mis sur le marché par l'opérateur incriminé, ou d'autres opérateurs d'ailleurs, il reviendra à cette personne de porter plainte et de s'adresser aux services compétents chez nous, au ministère de l'Agriculture, au ministère de la Santé, pour voir dans quelle mesure on peut se retourner contre l'opérateur indélicat. Est-ce que je peux rassurer le peuple gabonais que de telles pratiques n'auront plus lieu? Je suis désolé, je ne le peux pas, parce que les gens qui sont malhonnêtes, si on fait la preuve que c'est une opération délibérée, ben je ne peux pas garantir qu'il n'y aura plus de malhonnêtes sur terre.
Si je disais ça, je ne serais pas très prudent, ni même très sérieux. Par contre, je peux dire que les services de l'État vont continuer à redoubler de vigilance et éventuellement améliorer la qualité de leurs équipements pour pouvoir augmenter leurs possibilités, leur capacité à analyser les produits qui sont contrôlés, parce qu'il ne suffit pas seulement de vérifier comme ça. On parle d'un problème d'étiquette, mais nous devons aller plus loin que le contrôle de l'étiquette. Il faut que, de temps en temps, on puisse aller à l'intérieur du produit et ne pas se fier à l'étiquette. Parce que le produit peut être avarié, on le dit, peut-être que les étiquettes ont été changées, etc. Donc, c'est un effort que nous devons continuer à faire, et je pense que c'est regrettable que ce soit arrivé. Une des questions qui a été posée, pour moi, procède d'une confusion qui n'est pas très bonne. Nous sommes dans une zone, nous sommes dans la CEMAC. Pour l'instant, les autres produits se vendent chez nous. Il n'est pas dit que nous serons toujours les personnes qui reçoivent ce que les autres produisent. Un jour, nous aussi, nous ferons les efforts et nous parviendrons à vendre chez eux. Ne mélangeons donc pas les choses. Par exemple, quand on dit que l'opérateur en question a tendance à, si j'ai bien lu la question qui a été posée, il a tendance à privilégier dans ses recrutements comme dans les nominations au poste de responsabilité des ressortissants camerounais au détriment des nationaux. Non, je ne veux pas mélanger ce problème-là avec le problème de la qualité des produits. Si l'entreprise Faubert ne respecte pas les normes en matière de recrutement des personnes, le ministre du Travail est là pour faire le travail de vérification des quantités de nationaux qui se trouvent à l'intérieur de cette entreprise. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose que nous mélangions ces deux aspects. Ce problème de la représentation des pourcentages de Gabonais à l'intérieur de cette entreprise est totalement différent du problème de la qualité du produit qui a été découvert et qui se trouve être un produit défectueux. Donc, voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire concernant le premier problème, et si vous le permettez, je voudrais passer à la deuxième série de questions. Vous avez, 3 honorables députés ont posé en réalité 10 questions. Et j'avoue que je me suis demandé quelle est la finalité des questions qui est posée. Qu'est-ce que l'on cherche à avoir? Vous voulez répondre à une question précise, ou bien vous voulez une explication sur une situation donnée, ou bien nous voulons nous situer dans le temps. De quoi parlons-nous exactement? Comme vous le savez, il y a des questions qu'il ne vaut mieux pas toucher. Parce que pour les toucher, il faut avoir la force de les toucher jusqu'au bout. Et il faut avoir la mémoire de l'histoire pour les toucher. Est-ce que nous sommes bien sur une question qui est ouverte? Je répondrai de façon courte. Honorable Tati, vous avez posé en introduction de votre question, est-ce que le chemin de fer est-ce qu'il appartient encore à l'État? Je réponds oui, le chemin de fer appartient à l'État, puisque ce qui a été privatisé, c'est le mode de gestion du chemin de fer. Mais l'infrastructure elle-même, le chemin de fer, appartient à l'État. Donc, si vous voulez, je peux m'arrêter à cette question-là. Mais, comme nous parlons pour l'histoire et que j'ai un certain âge, je dois dire certaines choses. Dans votre propos liminaire, vous avez fait une hypothèse. Je voudrais vous rappeler que cette hypothèse n'est pas tout à fait exacte. Lorsque, en 2003, la compagnie d'exploitation du chemin de fer transgabonais a fait l'objet d'une déchéance, cette déchéance-là, nous continuons à parler de la déchéance comme si l'État avait eu raison de faire la déchéance. Je voudrais vous rappeler que l'État gabonais a prononcé la déchéance et qu'elle l'a prononcée à ses torts. Je vous renvoie sur Internet
à l'affaire ARB-04-5, qui a été présentée et défendue devant le CIRDI, et dans laquelle l'État gabonais a été condamné pour avoir prononcé abusivement la déchéance du Transgabonais, et pour laquelle l'État a été condamné à payer à titre principal 71 milliards de francs CFA, et dont les intérêts capitalisés à partir de septembre 2003, et lorsque l'affaire a été soldée en 2010, nous étions à plus de 56 milliards d'intérêts. Donc, cette petite blague nous a coûté 126 milliards. Est-ce qu'on parle de ça? Voilà la question initiale. Donc, quand on dit on a prononcé la déchéance, rappelons-nous que nous l'avons prononcée à notre ordre, abusivement. Et pourquoi a-t-on prononcé la déchéance? Pourquoi? Parce que l'opérateur qui était là était défaillant. Soit. Un autre opérateur a été mis en place en 2005. J'aimerais inviter la représentation nationale à faire une analyse comparée des conventions de concession de 1999 et des conventions de concession de 2005. Pourquoi a-t-on fait la concession en 1999? Pourquoi? Parce que depuis 1986-87, on parle d'histoire, l'État était en difficulté. Ses finances publiques ne suivaient pas. Donc, des déséquilibres des finances publiques ont conduit le Fonds monétaire et la Banque mondiale et tous les autres qui viennent au secours ou bien aux côtés des États en difficulté à se séparer des entreprises publiques. Je rappelle qu'avant d'aller à la privatisation, à partir de 1987, on a lancé les programmes de restructuration des entreprises publiques qui ont échoué. Les opérations de restructuration qui impliquaient notamment la diminution des salaires, de la masse salariale dans les entreprises publiques, le resserrement des programmes d'investissement de ces entreprises publiques, ces programmes ont échoué. Et finalement, à partir de 1992, la décision a été prise de procéder non plus à des ajustements sectoriels, comme on le faisait en restructurant des entreprises, mais de procéder à un ajustement global. C'est ce qu'on a appelé l'ajustement stricto sensu, qui est devenu l'ajustement par la dévaluation. La dévaluation a été un mode d'ajustement obligatoire, général, global. Voilà ce qu'était la dévaluation. Et cette dévaluation a été assortie d'un ensemble de mesures qui demandaient notamment que les États se séparent de leurs entreprises. Je voudrais vous rappeler qu'en 1990, l'État gabonais était propriétaire de 65 entreprises. Vous pouvez les chercher. El Gabon, Sonatram, ici et ça, il y en avait 65. Où sont-elles? Restructurées? Non. Liquidées. Quand on parle du chômage aujourd'hui, je voudrais rappeler que la quasi-totalité de ces entreprises qui ont été liquidées, ça constituait plus de 25 000 emplois structurés qui ont été détruits et qu'on n'arrive pas à retrouver. Puisqu'on parle de ces questions, voilà de quoi on parle. Ayant pas été capable de faire la restructuration, et étant passé par, à partir de 1994, un ajustement externe global, c'est-à-dire par la monnaie, les opérateurs, les banques, Fonds monétaire, Banque mondiale, Banque africaine de développement, etc., ces entités ont demandé que l'État se sépare, que les États se séparent des entreprises. Donc, qu'on passe maintenant de la privatisation. Voilà pourquoi, et je vous renvoie, puisque vous avez adopté la loi ici, regardez dans les archives, la loi 196, relative à la privatisation des entreprises. Regardez l'exposé des motifs. Que dit-il? L'exposé des motifs de la loi 196 a pour but de réduire les subventions de fonctionnement et les subventions d'investissement de l'État au profit des entreprises privées et des entités qu'il avait.
C'était ça l'objet, la loi de privatisation. Et quelles ont été les premières entreprises qui ont été privatisées? Je vous le rappelle, c'est la SEG, c'est le chemin de fer Octra. Ce sont les deux plus gros, dès le départ, qui ont été pris. Pourquoi? Parce que le stock des valeurs immobilisées de ces entreprises et le niveau des investissements, dont les niveaux des subventions qu'il fallait adresser aux entreprises, étaient tels qu'il fallait le plus rapidement possible se séparer. Mais on ne pouvait pas les privatiser dans leur entièreté. Madame la députée, vous avez rappelé tout à l'heure qu'on a construit le chemin de fer pour 1500 milliards. Quel opérateur privé pouvait investir 1500 milliards pour acheter notre chemin de fer? Quelle rentabilité aurait-il eu en investissant 1500 milliards? Aucune rentabilité. La seule chose qu'on pouvait privatiser, c'est l'exploitation du chemin de fer. Voilà pourquoi on a fait une mise en concession de l'exploitation du chemin de fer. Je rappelle que quand on regarde bien, la SEG a été également dans le même cas de figure. Parce que si on avait fait une privatisation complète de la SEG, l'opérateur privé aurait racheté la totalité des barrages et les lignes électriques qui étaient sur le bas. Et financièrement, aucun investisseur n'aurait retrouvé du gain en faisant un tel achat. Donc, venons à la question principale. On a privatisé l'exploitation du chemin de fer. Et je reviens donc à la réponse que je vous ai donnée. Le chemin de fer, l'infrastructure chemin de fer appartient toujours à l'État gabonais. Et il était convenu que dans le cadre de la cession de la gestion de l'exploitation du chemin de fer, l'exploitant ferait son affaire de l'ensemble des investissements nécessaires au fonctionnement de la voie ferrée. Dans la première concession, et même dans la seconde de 2005, regardez les articles 14, etc., on parle bien de l'exploitant fera son affaire, exploitera à ses risques et périls. C'est écrit noir sur blanc, il travaille à ses risques et périls. Alors, comment est-on revenu après 2003, la déchéance, comment est-on revenu en 2005 à une convention de concession dans laquelle les éléments de l'investissement ont commencé à être ressortis de la convention de concession de départ pour être renvoyés à l'État? C'est ça les bonnes questions. Ce sont ces questions qu'il faut. Je vous invite à analyser les conventions de concession. Et quand on lit la convention de concession de 2005, vous me posez la question, mais moi je vous renvoie à la question. Lisez la convention de concession de 2005. Quand on la lit, la 2005, article 2, alinéa 1, qu'est-ce qui est marqué dedans? Que le chemin de fer est dans un état critique du point de vue de la maintenance de ses équipements. Ah, mais comment ça? Le chemin de fer était maintenu, entretenu par qui? Il y avait un contrat de maintenance de la voie ferrée. Lorsqu'on a fermé Eurotrack et que le tout a été basculé en 86 vers l'Octra, il y a eu un marché pour l'entretien de la voie ferrée. Et quel était ce marché? Qui a eu le marché? À quel point ce marché a été entretenu? Nous sommes en train de nous intéresser, au lieu où nous sommes tombés, là où nous sommes allés nous fracasser la tête par terre, mais vous savez ce que dit la sagesse populaire. Regardez où vous avez trébuché et non pas là où vous êtes en train de tomber. Comment peut-on constater dans la convention de 2005, puis dans l'annexe numéro 1, puis l'annexe numéro 2, puis l'annexe numéro 3, et de fur et à mesure, on voit les chiffres que vous annoncez, comment peut-on dire que finalement la voie, l'infrastructure était dans un état si mauvais que, etc., etc. Mais la voie, elle était dans quel état? Qui faisait la maintenance de la voie? Dans la salle, il y a des anciens cheminots. Je sais que vous avez posé la question exprès. Vous saviez que j'allais répondre à cette question. Je vous renvoie au marché 91-50. Allez le lire. Le 91-50. Quand on aura lu, on dira, voilà ce qu'il y avait là-dedans. Il y a un marché entre communologues. Hein? Et puis,
on peut continuer la litanie comme ça. Je me rappelle, je pense que je vais renoter, je n'ai pas oublié la date, mais je me rappelle que en 2000, fin 2000, début 2001, un appel d'offres a été lancé pour faire l'entretien de la voie aux normes qui correspondaient au cahier des charges que l'État avait donné aux concessionnaires transgabonais, compagnie d'exploitation du chemin de fer transgabonais. Cet appel d'offres-là, qui l'a gagné? Et à quel prix a-t-il été convenu qu'il était possible de faire l'entretien de la voie d'une façon raisonnable? Et si cet entretien de la voie n'a pas été fait de façon raisonnable, déjà jusqu'en 2000, ce n'était pas le cas, et si après 2000, malgré l'appel d'offres, on n'a toujours pas fait l'entretien aux conditions qu'on indiquait, alors comment vous étonnez que nous soyons maintenant avec des niveaux d'investissement nécessaires qui sont de l'ordre de, vous avez indiqué, 300, 400 milliards, c'est l'honorable Passima qui a parlé tout à l'heure, des investissements de l'ordre de 470 milliards. Bien évidemment que vous devez forcément, si vous passez 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans sans entretenir les bus, les ponts, etc., il se crée des zones d'instabilité, des zones où l'eau stagne, devient un marécage, puis le poids que l'on transporte étant toujours là, la voie bouge et finalement, ce qui aurait pu être remplacé une fois devient de plus en plus. Je pourrais continuer comme ça jusqu'à ce soir, croyez-moi. Mais je crois que la bonne question c'est qu'est-ce qu'on fait? Le chemin de fer nous appartient. Il nous appartient et une des questions qui ont été posées tout à l'heure, qu'est-ce que l'État fait au capital avec 9% des parts, etc. L'État ne va pas au capital de la société concessionnaire pour gagner de l'argent. Il va pour avoir un œil beaucoup plus précis sur ce qui se passe à l'intérieur. Et quand vous vous intéressez à la société concessionnaire, mais la société concessionnaire ne présente aucun intérêt. Elle ne présente aucun intérêt. Nous sommes en train de tourner en rond sur des questions qui ne sont pas les bonnes questions. Qui est le concessionnaire? Qui est l'actionnaire au départ du concessionnaire? Quel est son intérêt? Pourquoi est-il là? J'étais, pardonnez-moi de rappeler, dans une vie antérieure, directeur général du chemin de fer, directeur de la première société concessionnaire, vous le savez. Mais, on a dit que le sureffectif était la cause des pertes du chemin de fer. J'ai fait licencier 800 personnes au chemin de fer en 6 mois, en 2000. De janvier à fin juin, j'ai fait partir 800 personnes. Et quand j'ai regardé les comptes en face, je ne gagne toujours pas d'argent. Pourquoi? Parce que les clients du chemin de fer, et pas qu'un seul, parce qu'on pense toujours à un seul, tous les clients du chemin de fer, avaient considéré le chemin de fer comme une variable d'ajustement. Nous gagnons de l'argent ailleurs, et là où nous devons faire des économies, c'est sur le chemin de fer. Donc, personne n'a été confronté à la réalité de ses prix, c'est-à-dire de ce que coûte son transport sur le chemin de fer. Par conséquent, depuis qu'on a créé le chemin de fer, je dis bien depuis qu'on l'a fait en 1986, jusqu'à aujourd'hui, personne n'assume la réalité des coûts que représente le transport sur le chemin de fer. Personne. Comme il n'en parlons pas. Mais les forestiers aussi, pareillement. Chacun considère que sur la route, si je suis forestier, je dois payer 82, 85 francs le kilomètre de route en transportant sur la route. Mais sur le chemin de fer, si on me demande de payer 45 francs, je considère que c'est inacceptable et je secoue la terre et le ciel, je remue toutes les personnes que je peux et j'obtiens que la décision soit annulée, que les prix soient maintenus au prix où je l'ai demandé.
Et je vois le ministre des Travaux publics qui est dans la salle. Après, nous nous étonnons de l'état de notre réseau routier. Nous mettons beaucoup d'argent depuis 20 ans, 30 ans, et le réseau ne peut pas tenir, puisque la charge à l'essieu des camions qui passent sur la route et qui auraient dû envoyer leur transport sur le chemin de fer, cette charge est intenable avec le niveau de pluviométrie que nous avons. Mais ça, c'est encore une autre question. Comilor n'a jamais voulu payer le prix parce que les actionnaires en haut, considèrent que ça, c'est la variable d'ajustement. Je suis désolé, si vous prenez l'Union 1996, je l'ai refouillé hier en regardant un peu les documents. 1996, Comilor a affiché 10 milliards de bénéfices. Mais son transporteur était en déséquilibre. Alors on pensait que c'était parce que c'était la mauvaise gestion. Mais la réalité, c'est que les prix pratiqués n'étaient pas compatibles avec les équilibres du chemin de fer. C'est un dossier, je vous ai posé la question au début de mon intervention. Êtes-vous sûr que vous voulez l'ouvrir? Si vous voulez l'ouvrir, alors il faut poser les bonnes questions depuis le départ. Il faut les poser depuis le départ. À situation strictement identique, le Sénégal a un chemin de fer avec un opérateur qui transporte du phosphate et qui a des équipements. En 1999, pour les mêmes conditions d'exploitation, exactement les mêmes, l'octroi, devenu ensuite transgabonais, était à des niveaux de revenus par tonne kilométrique transportée qui était le tiers de ce qu'il y avait au Sénégal. Mais tout le monde le sait. Je vous rappelle, et ce n'est pas moi qui le cite, vous allez voir M. Olivier Rateau de la CFD, vous prenez son rapport de 1994, Olivier Rateau, lisez le rapport et vous verrez ce que dit ce rapport. Vous prenez l'étude de Lavalin qui a été faite, Lavalin International a fait une étude en 1983, vous regardez les prix sur Lavalin, vous prenez le dossier de Lançois en 1986 et vous verrez ce qu'il y a dans l'étude de Lançois, vous prenez le rapport de l'ingénieur en chef des chemins de fer belge, M. Fanuel, en 1999, et vous verrez ce qu'il y a là-dedans. Vous prenez des gens qu'on ne peut pas soupçonner, n'est-ce pas, BNP et Mercer, quand on a lancé l'appel d'offres, et vous verrez le prix que BNP et Mercer avait. Ça veut dire que ce dossier n'est pas posé de la bonne manière. Et ce que nous avons aujourd'hui est la conséquence de ce qu'on a fait pendant 20 ans, 30 ans. C'est tout. Maintenant, il faut se poser la bonne question. Parce que si on se lance ça à la figure, je vois toutes les questions que vous avez là. Oui, bien sûr, on peut continuer. On ne résout pas le problème. Le problème, c'est nous avons une infrastructure. On a un chemin de fer. Est-ce qu'on le laisse continuer à se dégrader ou bien on trouve la solution pour pouvoir maintenir ce chemin de fer et le conserver le plus longtemps possible? Voici la bonne question. Et s'il faut le conserver le plus longtemps possible, qui est capable de s'impliquer pour pouvoir faire les investissements nécessaires? Est-ce que les opérateurs privés seuls ou les clients privés seuls auront la capacité de faire cet investissement? Est-ce que c'est même leur intérêt? Je ne sais pas. Je vous rappelle qu'un train minier peut rouler à 40 à l'heure, 50 à l'heure et ne pas avoir de problèmes de stabilité de voie les mêmes que s'il avait une certaine vitesse. Ce n'est pas nécessaire pour lui. Il peut aller beaucoup plus lentement et donc avoir moins de problèmes. Et puis, les coûts. La situation s'étant créée, les coûts devenant ce qu'ils sont, je ne suis pas sûr qu'un seul opérateur ou même deux opérateurs pourraient prendre en charge à eux seuls maintenant la réhabilitation de ça sans que l'État ne s'en mêle. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. C'est du réalisme. C'est notre chemin de fer. Nous devons regarder les choses de façon beaucoup plus lucide. Sinon, nous le perdrons. Et si on le perd, ça veut dire que les sacrifices qu'on a fait dans le passé, ce que nos parents ont fait, ce que nous-mêmes nous avons fait, tout ça là est jeté à l'eau. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? La réponse est non. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, oui, il faut s'intéresser
aux audits pour savoir où est-ce qu'on en est de ce qu'on a mobilisé comme argent, des travaux qui ont été faits et de ce qu'il y a à faire pour que le chemin de fer reste. Voilà ce qu'il faut. Même si on n'est pas content de ce qui a été fait, pour éviter justement, honorable, vous avez posé la question, en cas d'accident, si on avait la situation d'Estelle Miracle, que Dieu nous garde, il faut justement éviter que la somme des petits accidents qui ne fait que se produire sur le chemin de fer ne finisse en un grand accident dans lequel nous aurions un deuil insoutenable. Je rappelle que Comilog a quitté le Congo en 1991 à la suite d'un accident terrible où il y a eu des centaines de morts. Si vous ne vous en souvenez pas, je vous renvoie à vos écrits, aux archives, qui montrent que ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est la faute de Comilog ou bien la faute de terre, c'est pas ça. Je dis c'est arrivé, pas loin de nous. C'est arrivé. Il faut qu'on fasse ce qu'il faut en entretien, en investissement de réhabilitation pour maintenir le chemin de fer et éviter d'avoir à gérer un autre désastre parce qu'il y aurait eu des pertes énormes en vies humaines. Il y a sur notre pays plusieurs opérateurs. Il y a plusieurs possibilités d'action. Mais ce qui est certain, c'est que nous devons commencer par faire un audit. Et cet audit-là, nous ne devons pas le différer très longtemps encore. Et nous devons faire notre deuil des hypothèses que nous avons acceptées de la part du Fonds monétaire, de la Banque mondiale et tout ça là. Dans une économie, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Les formules économiques, les règles économiques, tout ça là c'est valable en général, mais chacun doit se battre pour lui-même. Pour lui-même. Si nous considérons que nous avons un chemin de fer et que nous voulons le soutenir, nous oublions la règle qu'on ne doit pas subventionner, on subventionne et on le tient. Parce que c'est notre outil. On fait les efforts pour ne pas avoir à dépenser trop, plus qu'il ne faut, mais on fait ce qu'il faut pour ne pas non plus perdre ce que l'on a. Le principe du capitalisme, c'est l'accumulation. Ce n'est pas de recommencer à zéro. C'est on a quelque chose, on vient ajouter à ce qui est là. C'est ça le principe d'accumulation. C'est ça le principe capitaliste. Et nous sommes dans un pays capitaliste. Donc, au nom de l'accumulation, nous devons veiller à ce que nous avons ne disparaisse pas, que ça soit là, et qu'on arrive à l'accroître, à l'augmenter. Il faut par contre que vous ayez le courage, ce ne sera pas moi, mais il faut que vous ayez le courage d'aborder certaines questions. Je pense que certains opérateurs économiques, notamment les opérateurs pétroliers, les opérateurs miniers, les opérateurs forestiers, n'ont pas toujours joué le jeu avec l'État gabonais parce que l'État n'était pas en capacité de résister à leur pression. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Je n'en sais rien. Mais simplement, il faut être capable de dire, nous ne pouvons pas non plus continuer à faire ce qu'on fait. L'année dernière, nous avons tous vu des zones de territoire enclavées, totalement enclavées. Mais sur le petit 100 milliards que nous avons, nous devons encore le remettre. Sur la voie ferrée qui a déjà pris 1500, 2000 milliards, mais ceux qui sont enclavés, à quel moment va-t-on les désenclaver? Avec quel argent? Donc, il faut avoir le courage d'ouvrir la discussion et d'aider ceux qui sont chargés de discuter à discuter avec ceux qui campent sur des positions de force pour leur faire comprendre que l'intérêt de tous commande qu'il soit un tout petit peu raisonnable. Mais c'est un terrain difficile et Monsieur le Président, si vous le permettez, je voudrais m'arrêter là. Je vous remercie.